La trêve prend fin, emportant avec elle une illusion périlleuse qui commence à s'estomper. Pendant plusieurs jours, Washington a laissé penser qu'une nouvelle phase diplomatique était envisageable, que les négociations pouvaient reprendre et que la crise pouvait encore être maintenue dans un cadre limité. Négociations. Toutefois, à la veille de l'échéance, ce qui ressort principalement, c'est une trêve dépourvue de sa substance en raison des contradictions internes américaines. P indique que le cessez-le-feu doit prendre fin le 22 avril à 00 HGMT et qu'à l'approche de cette date, le président du Parlement l'Iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a affirmé de manière catégorique que l'Iran ne s'engagerait pas dans des négociations sous la menace, tandis que Donald Trump continuait d'envoyer des messages contradictoires concernant l'éventuelle délégation à Islamabad, tout en semblant peu disposé à prolonger la trêve. C'est à ce moment-là que le récit doit être renversé. Selon une interprétation favorable à l'Iran, le problème ne réside pas principalement dans un refus de paix de la part de Téhéran. La difficulté vient plutôt du fait que Washington cherche à poursuivre un discours de négociation tout en maintenant une posture de coercition et une ambiguïté délibérée. Et de la pression exercée par la marine. En d'autres termes, les États-Unis semblent réclamer une confiance qu'ils compromettent eux-mêmes. Il est essentiel d'être très exact concernant le calendrier, car c'est de là que proviennent l'ensemble des tensions stratégiques. AP souligne qu'à l'approche de la fin de la trêve, les négociations semblent marquées par des incertitudes, les délégations ne sont pas clairement définies, et que Trump lui-même adopte une position ambivalente quant à une nouvelle phase de pourparlers. Reuters va dans le même sens en précisant que Téhéran envisageait favorablement une possible participation, mais qu'aucune décision concrète n'avait été prise, principalement en raison de la persistance d'obstacles importants, notamment le maintien du blocus américain des ports iraniens et les violations supposées de l'esprit du cessez-le-feu doivent être prises en compte. Dans ce contexte, affirmer que l'Iran entrave les négociations constitue une interprétation très partielle. En effet, si les discussions restent ambiguës, c'est également parce que Trump maintient délibérément ouvertes plusieurs pistes contradictoires simultanément. Menacer, bloquer, saisir, puis revenir à la discussion. Cette approche peut avantager la Maison-Blanche sur le plan politique, mais elle rend quasiment impossible l'établissement de la confiance minimale indispensable à une véritable désescalade. Il convient de comprendre la déclaration de Ghalibaf dans ce contexte. Lorsqu'il déclare que l'Iran ne négociera pas sous la menace, il ne se contente pas de prononcer une formule patriotique destinée à l'opinion publique nationale. Il exprime en fait l'essence de toute la situation. L'AP relaie cette déclaration en la mettant en lien direct avec la date butoir du cessez-le-feu et les incertitudes quant à une éventuelle reprise des négociations. Dans une interprétation favorable à l'Iran, cette phrase revêt une signification très précise. Washington ne peut pas exiger de Téhéran qu'il intègre un cadre. L'Iran souhaite préserver la paix tout en conservant autour de lui une structure de pression militaire navale et économique. Il est disposé à engager des discussions, mais refuse qu'on lui impose, en substance, de négocier sous la menace constante d'une arme pointée sur la table. Cette attitude ne relève pas de. Cela est absurde. En géopolitique, aucune puissance se percevant comme assiégée n'accepte aisément une négociation considérée uniquement comme une trêve temporaire dans la pression exercée par l'adversaire. C'est exactement pour cette raison que l'affaire du navire Tuska revêt une telle importance. Reuters indique que les forces américaines ont intercepté le navire iranien Tuska au large de Chabahar, dans le golfe d'Oman, en précisant qu'il transportait vraisemblablement du matériel à double usage et qu'il avait fait fi des avertissements américains pendant plusieurs heures. Dans le contexte du blocus maritime, l'Iran a qualifié cette saisie de piraterie armée et a mis en garde contre un risque d'escalade. Selon Reuters, cette interception a aussitôt rendu plus difficile la perspective d'une reprise des négociations, et le ministre iranien. Le responsable des affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à son homologue pakistanais que les violations répétées du cessez-le-feu par les États-Unis représentaient un obstacle important à la progression du processus diplomatique. C'est là le principal enjeu. Washington poursuit ses exigences, l'Iran adopte une attitude constructive, mais mène simultanément des actions que Téhéran perçoit comme des actes hostiles directs. Dans ce contexte, demander à l'Iran de faire confiance à la négociation revient presque à lui demander d'ignorer ce qu'il observe. Le rapport de force autour d'Ormuz accentue davantage cette contradiction. Reuters se souvient que le blocus maritime américain et la réponse iranienne dans le détroit ont déjà provoqué une hausse des prix du pétrole, perturbé les flux et contribué à l'instabilité. À l'échelle mondiale, selon une interprétation pro-iranienne, il convient de l'affirmer clairement,
le levier d'Ormuz ne constitue pas uniquement un instrument de déstabilisation, mais représente également, pour Téhéran, le seul moyen tangible d'imposer un coût global à un conflit mené par des puissances disposant de ressources importantes. Une supériorité militaire écrasante. Si Washington souhaite garantir la libre circulation sans s'attaquer sérieusement aux causes profondes de la crise, cela revient à demander à l'Iran de renoncer à son principal levier sans obtenir en échange une contrepartie stratégique adéquate. Cela équivaut à lui demander de se désarmer sur le plan géoéconomique avant même que le contexte sécuritaire qui constitue une menace pour lui ait été modifié. C'est précisément ce genre d'asymétrie que Téhéran rejette. Dès lors, l'Iran ne se présente pas ici comme un acteur cherchant à éviter la paix, mais plutôt comme un. Il s'agit d'un acteur qui refuse une paix imposée sous la contrainte, c'est-à-dire une paix qui reviendrait à prolonger le conflit par d'autres moyens. Il convient également de souligner que, malgré les frappes et la pression exercée, l'Iran n'est pas en situation de capituler politiquement. Selon la paix, bien que son programme nucléaire ait été à l'arrêt depuis les bombardements américains, il demeure intact, et Téhéran refuse les demandes de démantèlement exigées par Washington et Israël. Une fois de plus, la perspective pro-iranienne est influente, à condition de faire preuve de rigueur. Ce que les États-Unis désignent fréquemment comme paix du point de vue iranien, cela ressemble à une demande de reddition stratégique. Washington souhaite engager des discussions, mais en se fondant sur ses propres priorités. Concernant le nucléaire, la circulation maritime, les restrictions et les garanties unilatérales, Roté indique au contraire que l'Iran souhaite que ses propres priorités soient effectivement intégrées dans le cadre des négociations, en particulier les questions liées aux sanctions, au blocus et à la sécurité. Si cette distinction n'est pas prise en compte, le processus ne peut être équitable. Il se transforme alors en une négociation déséquilibrée, où une partie exige de l'autre qu'elle renonce à ses moyens de pression sans qu'il y ait une réciprocité adéquate. C'est justement ce que Téhéran refuse. Dans ce contexte, le récit occidental prédominant risque d'être très simplifié. Si la trêve échoue, l'Iran sera tenu pour responsable d'avoir refusé la paix. Cependant, une analyse plus stratégique pourrait avancer une interprétation différente. Elle pourrait indiquer que l'Iran n'a pas rejeté la négociation en tant que telle. Il a refusé une négociation perçue comme une extension de la pression américaine. AP indique que la trêve arrive à son expiration dans un contexte d'incertitude, de tensions financières et de manque de conditions précises pour un second round crédible. Reuters souligne que Washington il est question de poursuite des discussions tout en maintenant le blocus, la saisie et une certaine ambiguïté concernant la prolongation du cessez-le-feu. En regroupant ces éléments, la conclusion de cette première partie s'avère particulièrement solide. En effet, si l'Iran refuse de négocier sous la contrainte, cela ne signifie pas nécessairement qu'il rejette la paix. Cela tient peut-être au fait qu'il refuse qu'une trêve ne soit utilisée que pour officialiser sa propre réduction stratégique. C'est à ce stade que la question devient la plus délicate et peut-être la plus révélatrice concernant Donald Trump lui-même. Cherche-t-il encore à préserver la trêve ou est-il déjà en train de préparer les conditions politiques de sa disparition? Reuters et AP illustrent tous deux une Maison-Blanche adoptant tour à tour des positions contradictoires. Froid. D'une part, Washington suggère qu'une reprise des négociations demeure théoriquement envisageable. D'autre part, Trump semble peu enclin à prolonger le cessez-le-feu et persiste à adopter une position ferme concernant le programme nucléaire iranien, tout en maintenant l'incertitude demeure quant à ses actions une fois la trêve terminée. Selon AP, il a indiqué qu'il pourrait encore dépêcher une délégation à Islamabad, mais il paraissait peu disposé à prolonger cette suspension. Reuters, pour sa part, décrit un processus entravé par de nombreux obstacles, des actions hostiles et un scepticisme grandissant quant à la réelle volonté des États-Unis de maintenir la trêve. Dans une interprétation professionnelle, cette ambiguïté ne constitue pas un simple problème de communication. Elle pourrait être le cœur du problème réside dans le fait qu'une véritable négociation nécessite au minimum qu'une des parties engagées soit disposée à accepter le coût d'un compromis. Ce que l'on observe ici, c'est une Maison-Blanche qui souhaite préserver l'avantage politique associé au terme « négociation », sans pour autant assumer le coût stratégique lié à une négociation équitable. Washington cherche à maintenir le rôle de camp qui dialogue, qui tend la main et qui fait preuve de responsabilité face au marché et aux alliés, tout en exerçant sur Téhéran une pression militaire, navale et économique qui affaiblit précisément la confiance dans son essence. Le RIR illustre clairement que, du point de vue iranien, la saisie du navire Tuska a été considérée comme une violation manifeste de l'esprit du cessez-le-feu,
compliquant grandement toute reprise des négociations. C'est ce qui rend l'attitude de Trump politiquement ambiguë. Cela reste utile. Si la trêve se prolonge de quelques jours supplémentaires ou si un dispositif temporaire permet de gagner du temps, il pourra affirmer qu'il a réussi à imposer une pause à un Iran affaibli. Il pourra alors présenter la simple absence d'un conflit total comme le fruit de sa puissance. Cependant, si la trêve ne tient pas, il pourra alors mettre en avant le récit opposé. Washington a proposé un dialogue, tandis que Téhéran a rejeté les conditions minimales de sécurité, ce qui fait peser la responsabilité d'une reprise des hostilités sur l'Iran. Il s'agit d'une stratégie politique particulièrement efficace. Car elle offre au président des États-Unis la possibilité de convertir chaque résultat en matière narrative. AP et Reuters détaillent précisément les composantes de ce mécanisme, des messages contradictoires concernant la délégation, une position ferme sur le nucléaire, une trêve dont les modalités restent floues, ainsi qu'un cadrage déjà en place. Un point de vue américain met l'accent sur le refus iranien de progresser selon les conditions souhaitées par Washington. De leur côté, les marchés reflètent parfaitement cette mise en scène de l'incertitude. Reuters a démontré à plusieurs reprises que le prix du pétrole fluctue de manière brutale en fonction des espoirs et les doutes liés à la situation. Le 1er avril, suite à l'annonce iranienne concernant la réouverture du port d'Ormuz et la possibilité d'une reprise des négociations, le prix du Brent a chuté de plus de 9%, clôturant aux alentours de 90,38 $, témoignant du soulagement immédiat des marchés face à une éventuelle désescalade. Cependant, Reuters a également. Il a été démontré que, par la suite, à mesure que l'incertitude réapparaissait, les cours redevenaient fortement réactifs à la menace d'un effondrement du cessez-le-feu. Le 20 avril, les préoccupations liées aux négociations ont de nouveau soutenu les cours de l'énergie, et l'AP signalait, à la veille de la fin de la trêve, que le Brent avait de nouveau franchi le seuil des 95 $ dans un contexte d'anxiété grandissante. Cette volatilité ne constitue pas uniquement un indicateur économique. Elle met en lumière une réalité plus profonde. Trump utilise la guerre et la diplomatie comme des outils pour gérer l'incertitude. Tant que l'incertitude persiste, il garde le contrôle du déroulement de l'histoire. Il est en mesure de faire naître l'espoir d'un accord chez les investisseurs, puis de semer le doute quant à sa concrétisation. Il peut dépeindre l'Iran comme le responsable du blocage, tout en maintenant pour lui-même plusieurs possibilités opposées. Et dans l'intervalle, Téhéran paie le prix politique d'un refus de se soumettre, même si ce refus peut être interprété stratégiquement comme un refus d'humiliation plutôt que comme un rejet de la paix. En géopolitique, cette asymétrie revêt une importance capitale. Celui qui maîtrise l'incertitude ne possède pas toujours. Il est nécessaire de maintenir une certaine maîtrise sur le terrain. Il lui suffit de gérer la manière dont le monde perçoit un éventuel échec. C'est pourquoi il est important de replacer Ormuz au cœur des discussions. AP et RER démontrent que tant que le détroit demeure limité, contraint ou considéré comme instable, le coût global de la crise se reflète instantanément dans les prix, les marchés et les anticipations stratégiques. Reuters a souligné que la saisie du Touzka s'inscrivait dans le cadre d'un blocus maritime imposé par les États-Unis, et que l'ensemble de la région demeurait sous tension, tandis qu'AP Pantais Ormuz était considéré comme l'un des points stratégiques permanents dans le rapport de force. Dans une interprétation favorable à l'Iran, cet élément revêt une importance cruciale. Ce levier il n'existe pas en raison du fait que l'Iran serait la puissance mondiale dominante. Il existe parce que l'Iran conserve une capacité singulière à transférer à l'international le coût du conflit. C'est précisément cette aptitude qui empêche Washington d'imposer une paix strictement unilatérale. Tant que Téhéran est en mesure de faire percevoir au monde entier, de manière directe ou indirecte, le coût d'une escalade, la Maison-Blanche ne peut pas réduire la négociation à une simple reddition imposée. Cela implique que Trump se trouve lui-même dans une impasse stratégique. S'il souhaite véritablement rétablir la stabilité, il doit consentir à une négociation plus étendue englobant les priorités iraniennes, notamment les sanctions, la sécurité, le cadre de désescalade ainsi que la gestion des tensions navales. Complètement. Cependant, s'il rejette ce prix et choisit de maintenir une position ferme, il laisse accroître un risque mondial qu'il affirme pourtant maîtriser. Par ailleurs, Rutte indiquait déjà que l'Iran envisageait favorablement une participation à nouveau pour discuter, tout en exigeant que la violation américaine du cessez-le-feu doit être prise au sérieux. De son côté, l'Associated Press rapportait que Galibef refusait toute négociation sous la contrainte. Cela signifie que l'Iran n'a pas fermé la porte à la paix, mais a rejeté une paix imposée sous domination. C'est à ce point que
La question de savoir qui sort véritablement gagnant s'avère beaucoup plus complexe qu'elle ne paraît. Ce n'est pas encore Trump, car il ne dispose ni d'un accord stabilisé, ni d'une victoire diplomatique évidente, ni d'un désarmement iranien, ni d'un rétablissement paisible d'un ordre régional qu'il pourrait présenter comme le fruit de sa politique. Volonté. L'Iran ne fait pas encore partie de cette dynamique, car il demeure soumis à une forte pression militaire, économique et maritime, avec un programme nucléaire suspendu et une menace constante de reprise du conflit. Cependant, à court terme, l'Iran conserve un avantage politique déterminant. Sur un aspect particulier, il peut affirmer qu'il n'a pas rejeté la paix, mais uniquement une paix imposée sous la contrainte. Ce point est crucial, car il lui donne la possibilité de retourner contre Washington le discours occidental traditionnel qu'il accuse d'obstruction. Si la trêve échoue, Téhéran pourra affirmer « Nous n'avons pas rejeté le dialogue. Nous avons refusé d'accepter que l'on impose la validation de notre propre réduction stratégique au sein d'un processus marqué par des blocages, des ambiguïtés et des pressions contradictoires. » En d'autres termes, le véritable risque à l'approche de la fin du cessez-le-feu ne réside pas uniquement dans la reprise des hostilités. Le danger principal réside dans la construction politique d'une justification à ce retour au conflit. Si Trump parvient à faire croire que la trêve a échoué en raison du refus de l'Iran d'accepter la paix, alors il restaure une légitimité pour la reprise de la coercition. Cependant, une analyse plus objective, plus stratégique, similaire à celle présentée par Dapper, peut offrir une interprétation différente. Washington a en effet alimenté les contradictions, maintenu la pression et permis aux doutes de s'installer. Concernant la prolongation de la pause, il exige une confiance qu'il incarne lui-même sur le terrain. Dans ce contexte, l'échec ne se réduit plus à un simple incident diplomatique, mais devient une éventualité presque anticipée par l'ambiguïté américaine. C'est pourquoi la formule finale doit être très rigoureuse. À l'approche de la fin de la trêve, le véritable risque ne réside peut-être pas uniquement dans la reprise des frappes. Le véritable danger est que Trump cherche à imputer à l'Iran la responsabilité d'un échec dont il est lui-même l'auteur. Il était lui-même marqué par ses ambiguïtés, ses pressions et son refus d'engager une négociation véritablement équilibrée. Et si tel est le cas, la question ne se limite plus à déterminer si la trêve va échouer. Il s'agit plutôt de savoir qui souhaitait réellement la préserver.